Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Et pour ce tout premier épisode, j'ai choisi de commencer en beauté avec un événement qui a secoué la France au tout début du XVe siècle, l'assassinat politique de Louis d'Orléans. Alors ça tombe bien puisque aujourd'hui, 23 novembre 2021, on fête le 614e anniversaire de la mort de ce grand prince du tout début du XVe siècle. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une France qui se remet à peine de ses malheurs de la première phase de la guerre de Cent Ans, pour retomber directement dans une rivalité meurtrière entre deux grandes maisons princières, la maison de Bourgogne et la maison d'Orléans. Et oui, car le début du XIVe siècle n'a pas été un moment facile pour la France. Depuis 1337, elle est en guerre contre sa voisine l'Angleterre. Rupture difficile donc, d'autant que l'affrontement est féroce. Les armées françaises se sont faites fumer leur race à la bataille de l'Écluse, de Crécy, et enfin en 1356 à la bataille de Poitiers, où le roi Jean le Bon est même fait prisonnier. Après le paiement d'une colossale rançon qui va lourdement handicaper le trésor royal, le roi revient en France, bien décidé à faire oublier sa piteuse défaite. Et là, tout y passe. Jean le Bon va lancer un grand programme de réformes. Des réformes ? Il fait des réformes ? Réformes administratives, réformes fiscales, mais surtout réformes militaires. Et oui, c'est quand même la guerre. En effet, en plus de la lourde rançon, le royaume de France a perdu presque la moitié de son territoire, cédé aux Anglais lors du traité de Bréquigny en 1360. Alors oui, je vous préviens, il va quand même y avoir quelques dates à retenir. Bon, le roi Jean le Bon meurt en 1364 après avoir lancé ses réformes, mais c'est son héritier, Charles V, qui reprend les choses en main. Et Charles, c'est pas le dernier des imbéciles. D'ailleurs, on l'appelle même Charles le Sage. Avec l'aide de son connétable du Guesclin, il va reconquérir une par une toutes les provinces perdues aux Anglais, notamment grâce à l'aide de sa nouvelle armée permanente. À la toute fin de son règne, lorsqu'il meurt en 1380, il ne manque plus que Calais, Bordeaux et Cherbourg. Bien joué Charles. Comme cadeau d'adieu d'ailleurs, il annule une partie de ses réformes fiscales qui avaient servi à financer l'effort de guerre, et notamment la levée d'un impôt permanent décidé sous son règne. Une bonne mesure à suggérer pour la présidentielle de 2022. Alors, vivre dans un royaume en guerre, c'était déjà pas la joie, mais pour la France, la liste des malheurs ne s'arrête pas là. Et oui, en 1347, voici que débarque d'Orient une épidémie qui va littéralement ravager l'Europe, la peste noire. En à peine 6 ans, l'Europe perd entre un tiers et la moitié de sa population. Alors c'est sûr, ça fait moins de monde dans le métro, mais cette épidémie va bouleverser complètement la société médiévale, de l'économie à la religion, en passant par les rapports sociaux. Bref, à la toute fin du XIVe siècle, la France en a gros, et elle aspire surtout à pouvoir se reposer. Sire, ouvrez, on en a gros! Et ça semble bien parti puisqu'en 1392, le roi atteint sa majorité et reprend les rênes du gouvernement. Il est jeune, il est beau et il sent les lendemains qui chantent, et son nom est Charles VI. Nous sommes en août 1392 et il fait une chaleur écrasante dans la région du Maine. Charles VI chevauche à la tête de son avant-garde en compagnie des princes du sang, c'est-à-dire de ses plus proches parents, et de ses plus fidèles serviteurs. Il est en route pour la Bretagne.
Alors, il n'y va pas pour faire du tourisme, mais pour châtier le duc de Bretagne. En effet, ce dernier, qui est un des plus grands princes du royaume, a eu le toupet d'accorder le logis à Pierre de Cran, un obscur chevalier qui vient de tenter d'assassiner le connétable de Clisson. Le connétable de Clisson, en fait, c'est un des plus proches serviteurs du roi. Et Charles VI, il est comme ça. Personne ne touche à ses plus fidèles serviteurs. Et hop, ni une ni deux, le voilà parti en Bretagne avec toute sa troupe. À ce moment-là, Charles VI n'est pas très en forme. Depuis des mois, il couve une fièvre qui le fatigue beaucoup, mais il ne veut pas en démordre. Le duc de Bretagne doit être châtié pour son outrecuidance. Il chevauche donc à la tête de ses troupes et s'engage dans la forêt du Mans. Soudain, un espèce de vagabond surgit sur le chemin, arrête son cheval et lui dit « Roi, n'avance pas plus avant, car tu as été trahi !» Bon, le clodo des Bois est bien vite chassé, mais cet incident ne fait qu'assombrir encore le moral de la petite troupe. Juste après midi, la chaleur est écrasante et tout le monde étouffe sous son pourpoint. Un page du roi s'endort même carrément sur son cheval et laisse tomber sa lance sur le casque de son voisin. Le son de l'acier claque dans l'air et réveille tout le monde de sursaut. Le roi, qui se croit attaqué, tire son épée de son fourreau et se met à frapper de grands coups tout autour de lui. Il ne reconnaît plus personne et il est complètement possédé par la rage. L'oncle du roi, qui est le duc de Bourgogne, doit même écarter le jeune frère du roi, Louis d'Orléans, qui semble être sa cible favorite. Tout le monde recule et attend que Charles VI finisse par se fatiguer. Le roi finit donc par laisser tomber son épée et par s'écrouler à terre. Tout le monde se presse à son chevet. L'expédition de Bretagne, voulue par Charles VI pour raffermir son pouvoir, est bel et bien terminée. La petite troupe rentre à Paris sans même savoir si le roi va s'en sortir. Bon, heureusement, le roi est très jeune et il se remet rapidement. Et la vie à la cour peut reprendre son cours normal. Et le cours normal de la vie royale à cette époque, c'est la fête. C'est même la fête tous les soirs. Et le summum du fun, à cette époque-là, c'est de se déguiser en personnage exotique. Comme ça, un soir de janvier 1393, le roi et plusieurs de ses compagnons décident de se déguiser en hommes sauvages. Ils collent des plumes et des branches sur leurs habits avec du goudron et partent ainsi danser avec tous les autres convives. Curieux, tout le monde se demande lequel de ces drôles de singes est le roi. Louis d'Orléans, son jeune frère, lève une torche pour mieux voir le visage des danseurs. Et soudain, c'est le drame. Le costume des danseurs s'enflamme et dans la panique, le roi manque de mourir brûlé vif. Le choc de cette soirée, qui sera désormais nommé le bal des Ardents, lance chez le roi une nouvelle crise de folie. Charles VI n'est plus lui-même. Et désormais, à la cour, tout le monde comprend ce qui se passe. La maladie du roi lui laisse parfois quelques moments de lucidité, mais il n'est plus capable de gouverner. Sa folie va alors relancer dans son entourage la rivalité entre les grands princes du sang. À la cour, donc, les appétits s'aiguisent pour pouvoir saisir le pouvoir laissé vacant. Et deux camps se forment rapidement pour pouvoir conquérir le gouvernement. Et franchement, l'affiche du match qui se prépare est assez alléchante, puisque ce sont les princes les plus puissants du royaume qui vont s'affronter pour pouvoir saisir le trône. Passons en revue les champions des deux équipes. Le premier de nos protagonistes est le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Frère de Charles V et oncle du roi fou, c'est clairement un homme d'expérience. Il a gagné son surnom dans sa jeunesse, lorsqu'il avait protégé son père pendant la bataille de Poitiers, mais désormais c'est avant tout un fin politique. Très bien implanté à Paris, c'est lui qui dirigeait le Conseil du roi, c'est-à-dire le plus important organe de gouvernement du royaume, qui réunit les princes du sang et leurs conseillers, pendant toute la minorité de Charles VI, c'est-à-dire entre 1380 et 1392, donc 12 ans de pouvoir à la tête de l'État. Par ailleurs, il administre un territoire gigantesque qui s'étend de la Bourgogne jusqu'aux Flandres et qui lui procure des revenus très importants,
toutefois à peine suffisant pour pouvoir financer ses ambitions. Et de l'ambition, je peux vous dire qu'il en a Philippe, d'autant que ça a été aiguisé par ses 12 ans où il a concrètement dirigé le royaume. Aujourd'hui, on dirait de lui que c'est un conservateur. Il croit beaucoup à l'utilité du conseil du roi, il adore les traditions, et il œuvre dans sa politique pour pouvoir maintenir l'influence des grands princes sur le royaume. Alors, malheureusement pour lui, notre bon Philippe ne verra jamais la fin du match, puisqu'il meurt en 1404. C'est alors son fils, Jean, qui va reprendre le flambeau des ambitions bourguignonnes. Resté pendant sa jeunesse dans l'ombre de son père, on ne peut pas vraiment dire de lui à ce moment-là que c'est un fin politicien. Il est plutôt taciturne, il aime prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, mais il est animé d'une volonté de faire et il ne recule devant aucune extrémité pour pouvoir parvenir à ses fins, comme on le verra dans la suite de l'histoire. Il est de nature plutôt suspicieuse et les autres princes remarquent qu'il porte fréquemment une cotte de maille sous sa robe, comme s'il craignait toujours d'être attaqué. En 1396, il a dirigé la croisade voulue par son père contre les Ottomans, qui dirigeaient en fait l'actuelle Turquie, pour aller sauver le territoire du roi Sigismond II de Hongrie. Et oui, à l'époque déjà, les conservateurs voulaient freiner l'immigration illégale. La croisade a été un véritable désastre, puisque les croisés sont écrasés à la bataille de Nicopolis par l'armée ottomane, et ils échouent complètement à protéger la chrétienté contre l'avancée musulmane. Jean lui-même est fait prisonnier par les Ottomans, et la rançon qu'il va devoir verser va handicaper les finances du duché pour de nombreuses années. Il y gagne toutefois un certain prestige, le prestige du croisé, et surtout le surnom qui va le rendre célèbre pour la suite, Jean sans peur. Face aux deux ducs de Bourgogne, donc Philippe le Hardi, puis à partir de 1404, son fils Jean sans peur, va se détacher un nouveau challenger, Louis, le duc d'Orléans. C'est le frère cadet du roi, né en 1372, et donc lorsque la folie de son frère apparaît au grand jour dans la forêt du Mans, il n'a encore que 20 ans. Il est beau, brillant, et c'est par ailleurs un grand mécène. Mais surtout, grâce à sa jeunesse, il apparaît comme le leader naturel des marmousets, c'est-à-dire la génération des jeunes conseillers de Charles VI, qui ont été surnommés ainsi par les boomers pour se moquer de leur jeunesse et qui avaient été écartés sous le gouvernorat de Philippe le Hardi. Contrairement à Jean sans peur, qui cultive plutôt l'image d'un prince sérieux et taciturne, Louis d'Orléans, lui, il aime s'amuser. La rumeur parisienne dit d'ailleurs de lui au début du XVe siècle, Monseigneur d'Orléans est jeune, joue beaucoup aux dés et aime les putains. Bon, non sans paradoxe d'ailleurs, c'est également un homme pieux qui a notamment fait de larges dons au couvent des Capucins dans lequel il fait souvent retraite. Voilà donc comme on le voit, une affiche quand même assez alléchante de ce match entre les deux ducs de Bourgogne et le duc d'Orléans, avec des caractères qui sont assez contrastés, même si finalement tout ce petit monde est de la même famille, puisqu'ils sont tous plus ou moins cousins. Bon, donc, on a nos deux camps, nos trois champions, et il ne nous manque plus que le ring, le champ de bataille. Celui-ci va s'étendre entre 1393 et 1407 sur tous les éléments majeurs de la politique intérieure et extérieure du Royaume de France. Alors, on va commencer par la politique intérieure. Mais pour bien saisir les enjeux, il faut d'abord comprendre comment est-ce que les grands princes médiévaux construisent leur influence et étendent leur réseau. Concrètement, à quoi ils occupent leur journée. Alors en fait, les ducs de Bourgogne et le duc d'Orléans, comme ils sont de la famille royale, ce sont des princes du sang, ils gèrent tous deux un apanage, c'est-à-dire une portion du royaume qui leur a été accordée par le roi pour pouvoir couvrir leurs dépenses. Et de ce point de vue-là, le duc de Bourgogne a plutôt été très bien loti puisqu'il gère un apanage très juteux qui rapporte de gros revenus à la maison de Bourgogne. Alors oui, par contre, petit point de vocabulaire, quand on parle de maison, on parle en fait du groupe de toutes les personnes qui gravitent autour d'un prince, c'est-à-dire sa famille, proche ou éloignée, ses parents, les personnes qui sont alliées, ainsi que ses serviteurs.
Louis d'Orléans, lui, a d'abord eu l'apanage de Touraine, puisqu'il est plus jeune, qui rapporte pas beaucoup, puis il a eu l'apanage d'Orléans, qui rapporte déjà un petit peu plus, mais c'est quand même un cran en dessous de l'apanage de Bourgogne. Et de ce fait, il va consacrer en fait ses efforts à accroître ses sources de revenus. Alors, le meilleur moyen d'augmenter ses revenus, en fait, à l'époque, c'est avant tout d'étendre son domaine. Et oui, on est quand même au Moyen-Âge, et à l'époque, la majorité de la richesse provient de la production agricole. Même si petit à petit, les taxes issues du commerce représentent également une grosse source de revenus, notamment dans les territoires bourguignons. Et alors, comment est-ce qu'on agrandit son domaine ? On a plusieurs moyens. Le moyen le plus simple, c'est de réaliser des alliances avec d'autres territoires, et en fait, le meilleur moyen, c'est de se marier. Alors, évidemment, soi-même, normalement, on peut se marier qu'une seule fois, mais on peut également marier ses enfants, par exemple. Évidemment, en espérant que le territoire concerné finisse par nous revenir à un moment donné. Un autre moyen, c'est d'acheter des territoires et des seigneuries, et notamment ce moyen, Louis d'Orléans va beaucoup l'utiliser. Pendant toute la fin du XIVe siècle, il achète beaucoup de petites seigneuries pour venir compléter son domaine. Alors, avoir plus d'argent, tout ça c'est très bien, mais concrètement, pourquoi faire ? De ce point de vue-là, les princes médiévaux n'ont pas vraiment de soucis à se faire puisqu'ils ont moult occasions de dépenser leurs revenus. Alors déjà, les grands princes, ils doivent entretenir leur maison. Tous ces groupes de dizaines et de centaines d'individus, ça mange et ça boit, donc ça coûte beaucoup d'argent. Et par ailleurs, les princes, pour étendre leur influence, ont également beaucoup de dépenses qu'on pourrait qualifier de somptuaires. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser pour montrer leur grandeur. Ça peut être des vêtements, par exemple, ou des chiens de chasse, des chevaux, des animaux exotiques. Ça peut être également du mécénat d'artistes qui vont chanter ou peindre leur gloire, et ça peut être également de grandes constructions. Philippe le Hardi, par exemple, le duc de Bourgogne, va passer toute la fin de sa vie à construire à grand renfort de deniers une nécropole ducale à Dijon qui s'appelle la Chartreuse de Champmolles, qui est un petit peu sur le modèle de Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Ça a été finalement pour lui un très bon investissement puisqu'il y repose encore aujourd'hui et vous pouvez aller lui rendre visite. Mais sans conteste, ce qui coûte le plus cher, c'est tout ce qui est militaire. Les soldats, ça coûte très cher à entretenir et à maintenir sur le champ de bataille, et on va voir que pendant toute cette rivalité entre les princes, les occasions d'engager et de maintenir des soldats sont très nombreuses. Une autre source de dépenses majeure, ce sont les alliances. Que ce soit côté Bourgogne ou côté Orléans, on ne se voile pas la face, et on sait bien qu'un jour la rivalité a des chances de tourner à la guerre ouverte. Et donc pour trouver des soutiens et être sûr de pouvoir lever des forces militaires suffisamment importantes si jamais le besoin s'en faisait sentir, les deux camps vont chercher à constituer un puissant réseau d'alliances. Ces alliances peuvent passer, donc on l'a dit déjà, par des mariages, mais en fait ça passe largement par le versement de rentes à des princes français ou européens. Ça donne lieu à une guerre feutrée à coups de sacs d'or et de lettres de recommandation. Par exemple, en 1402, Louis d'Orléans réussit à se faire nommer gouverneur du Luxembourg au nez et à la barbe de Philippe le Hardi, qui après ça le déteste cordialement. Bon, alors, il le détestait déjà avant, mais là c'est vraiment le coup de grâce parce qu'en fait Philippe le Hardi, ça faisait des années qu'il manœuvrait dans l'ombre pour réussir à obtenir ce gouvernorat particulièrement juteux. Alors, on a beaucoup parlé des dépenses, mais il y a une source de revenus dont on n'a pas encore parlé, une source de revenus majeure qui est l'enjeu principal de la rivalité entre le camp de Bourgogne et le camp d'Orléans, et c'est l'accès au trésor royal. Ouh là là, allez, le jackpot. Et oui, puisque le roi est hors jeu, pendant ce temps-là, c'est le maître du conseil royal qui concrètement gère le trésor. Parce qu'il faut bien que pendant ce temps-là, l'administration continue de tourner. Et en France, le trésor, il est fabuleusement riche. Les taxes, magnifiques taxes. Donc, entre 1393 et 1407, les deux camps vont se battre férocement pour pouvoir diriger le conseil royal. Et là, Louis d'Orléans attaque très fort. Dès janvier 1393, c'est-à-dire juste après avoir manqué de cramer son frère,
Il obtient une ordonnance qui le nomme maître du trésor royal en tant que régent, tant que le dauphin sera mineur. Alors le dauphin, en fait, c'est l'héritier désigné du trône, donc c'est celui qui doit succéder au roi, et en 1393, il n'a alors que 1 an, donc ça laisse quand même le temps de voir venir. Alors au début, Louis d'Orléans se sert de l'accès au trésor royal avant tout pour se verser de généreuses pensions qui vont rapidement devenir sa source de revenus principale. Il en profite également discrètement pour travailler au noyautage de la haute administration royale en plaçant au poste clé des amis à lui. Alors au début, Philippe le Hardi ne remarque pas grand-chose et il laisse faire. Mais le problème, c'est que rapidement, la mainmise de Louis d'Orléans sur le trésor menace les pensions que touche Philippe le Hardi et qui sont également une part très importante de son revenu. Et ça fait un paquet d'argent puisque à ce moment-là, toutes les pensions royales qui sont versées au duc de Bourgogne correspondent à peu près 60% des revenus de son domaine qui est pourtant très riche. En 1401, donc après seulement quelques années de guerre feutrée, le duc de Bourgogne ne tient plus et il entre dans Paris avec une petite troupe d'hommes d'armes pour montrer les muscles et montrer à Louis d'Orléans qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu. La tension monte entre les deux princes, mais Louis d'Orléans s'aperçoit tout de même qu'il n'a pas intérêt à lancer une guerre ouverte et les deux princes se réconcilient officiellement. Cependant, Louis d'Orléans n'a pas dit son dernier mot. Et dès que Philippe le Hardi a licencié ses hommes d'armes et qu'il est rentré dans ses territoires, Louis d'Orléans se fait nommer souverain gouverneur des aides. Wow! En fait, les aides, c'est tout un tas de taxes qui sont levées par le trésor royal, et le souverain gouverneur des aides, c'est le chef de ce qu'on appelle les finances extraordinaires, c'est-à-dire les impôts qui ne sont levés qu'en temps de guerre, en temps extraordinaire, et donc c'est bien pratique pour financer tout un tas de projets. Bon, forcément, à force de tirer sur la corde, on finit par avoir un retour de bâton. En avril 1403, Louis d'Orléans doit à son tour quitter Paris pour aller mener la guerre en Guyenne, c'est-à-dire dans l'équivalent de l'Aquitaine aujourd'hui. Et là, Philippe le Hardi en profite. Il revient en toute hâte à Paris et il arrache à Charles VI, qui est à ce moment-là à peine lucide, une ordonnance qui révoque Louis d'Orléans de ses fonctions de régent du Conseil royal. À peine rentré de sa campagne militaire, Louis d'Orléans fait pression sur Charles VI pour qu'il signe une seconde ordonnance qui annule la première et le remet dans ses fonctions de régent du Conseil royal. C'est alors la confusion la plus totale et personne ne comprend ce qui se passe. Donc en fait, si on résume, les deux princes sont en rivalité, et cette rivalité leur coûte cher, à la fois en dépenses de prestige et en dépenses militaires, et donc ils ont besoin d'avoir accès au trésor royal pour pouvoir financer cette rivalité. Le problème, c'est que rapidement, Philippe le Hardi comprend qu'il ne pourra pas battre Louis d'Orléans sur le terrain purement politique et administratif, puisque celui-ci s'est trop bien implanté dans la haute administration pour pouvoir en être chassé. Par ailleurs, Philippe le Hardi, il a un grand domaine à administrer, et les capitales de son duché, Dijon et Lille, sont loin de Paris, donc il ne peut pas y être très souvent, alors que Louis d'Orléans, lui, est toujours dans les petits papiers du roi. Enfin du roi, il y va surtout pour voir la reine, mais bon, ça, c'est un autre sujet. La reine a un coquin, mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Le duc de Bourgogne décide donc rapidement d'utiliser à son avantage une arme nouvelle à l'époque qui est la propagande. Et dès 1401, il fait diffuser dans la plupart des grandes villes et des grandes institutions des lettres qui fustigent la politique d'accaparement du Conseil royal par Louis d'Orléans ainsi que sa politique fiscale. Parce qu'en fait, Louis d'Orléans, il a augmenté beaucoup d'impôts touchés par le Trésor royal, à la fois pour pouvoir augmenter ses propres pensions et pour pouvoir financer la guerre en Guyenne, c'est-à-dire en Aquitaine. Mais on reviendra sur cette question de la guerre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la propagande, ça marche. Globalement, en fait, le camp bourguignon est très bien implanté à Paris, notamment auprès des milieux religieux, des milieux universitaires et des milieux marchands, qui ont tous quelque chose à reprocher à Louis d'Orléans. Donc,
Louis d'Orléans est bien implanté au Conseil royal, il a beaucoup d'argent à sa disposition, et Philippe le Hardi, lui, manie très bien la propagande. Alors, à ce moment-là du récit, il faut qu'on parle de l'Italie. Louis d'Orléans, en effet, est marié à une Italienne, Valentine Visconti, qui est en fait la fille du duc de Milan. Alors oui, l'Italie c'est sexy, mais Louis d'Orléans, il n'y va pas uniquement pour les italiennes. En fait, il y va parce que le roi de France et la famille du duc d'Orléans en particulier ont, depuis 1384, des droits héréditaires sur le royaume de Naples. Alors, je vous passe les détails, c'est ça qui va mener aux guerres d'Italie, François Ier, etc. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le roi de France a un pied juridique en Italie et il y a déjà un sujet italien à ce moment-là. Et le duc de Milan, c'est un très bon allié pour Louis d'Orléans en Italie, d'autant qu'il lui fait miroiter diverses seigneuries dans la péninsule que Louis d'Orléans pourrait conquérir en plus du royaume de Naples. Et Louis d'Orléans, il est prêt à tout, il fait feu de tout bois pour réussir à mettre un pied sur la péninsule italienne. Notamment en 1396, après des années de tractations et de pression, il finit par faire reconnaître à Gênes, qui est une des grandes cités commerçantes de l'Italie médiévale, la soumission au roi de France qui en devient le gouverneur officiel. Donc là, c'est une grande réussite de la politique italienne de Louis d'Orléans. Mais surtout, ce qu'il va faire pour réussir à réaliser son rêve italien, c'est de se ranger derrière le pape d'Avignon. Alors là, on arrive à des choses qui sont un petit peu plus complexes et on va aborder la question du grand schisme d'Occident. Bon, on va pas non plus faire un podcast de 2 heures, donc on va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 1378, la chrétienté a 2 papes. Un pape français à Avignon et un pape italien à Rome. Et aucun des deux ne veut se mettre en retrait pour que la chrétienté puisse retrouver une papauté unique. Le clergé de l'Europe entière se déchire, ça fait des alliances, ça fait des trahisons, ça manœuvre dans l'ombre pour réussir à ce que l'un des 2 papes finisse par lâcher, et pour Louis d'Orléans, le champion, c'est le pape d'Avignon. Et oui, parce que le pape français, il ne compte pas rester à Avignon toute sa vie. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que le pape italien abandonne et qu'il puisse lui-même prendre le trône de Saint-Pierre. Et Louis d'Orléans se dit assez logiquement que s'il aide le pape français à aller à Rome, le pape français aura peut-être un petit peu envie de l'aider dans son rêve italien. Et alors là, on a un nouveau sujet de rivalité entre Orléans et Bourgogne, puisque le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, milite en fait pour que le clergé français retire son obédience, c'est-à-dire sa fidélité, au pape d'Avignon, pour pousser celui-ci à se retirer en faveur du pape de Rome. Alors évidemment, il y a d'autres arguments, il ne le fait pas uniquement pour s'opposer à Louis d'Orléans, et il le fait notamment parce que son but est de soustraire le clergé français à l'influence du pape, et le clergé, et notamment les universitaires parisiens, sont tout à fait d'accord avec ce point de vue, puisque le pape d'Avignon, pour financer sa politique d'alliance et sa politique de reconquête du trône de Saint-Pierre en Italie, il a tendance à augmenter les impôts sur le clergé, et le clergé, il aime pas ça. Donc, si on résume, Louis d'Orléans veut aller en Italie pour pouvoir reconquérir un héritage de famille. Pour aller en Italie, il a besoin du soutien du pape d'Avignon, qui souhaite également revenir en Italie et qui est donc tout à fait heureux de s'allier à Louis d'Orléans. Le problème, c'est qu'il trouve sur sa route le duc de Bourgogne, qui cherche justement à pousser le pape d'Avignon à abandonner ses ambitions. Donc, en plus de la question des influences et des alliances, en plus de la question de l'accès au trésor royal, on a 2 nouvelles raisons de se fighter hors de France avec le camp d'Orléans, c'est l'Italie et le pape. Et il y a un dernier grand sujet de rivalité entre nos 2 camps dont on n'a pas encore parlé, et pourtant c'est un gros morceau, puisqu'il s'agit de l'Angleterre.
En fait, depuis 1380, donc depuis la mort de Charles V, c'est la paix entre la France et l'Angleterre. Et Philippe le Hardi, lui, il veut avant tout préserver cette paix. Parce que les grandes villes marchandes de son duché, elles vivent du commerce de la laine avec l'Angleterre. Et ce commerce de la laine lui rapporte beaucoup de taxes. Donc pour lui, la reprise de la guerre, ce serait un désastre financier. Donc du coup, Philippe le Hardi, quand il était au pouvoir pendant la minorité de Charles VI, donc entre 1380 et 1392, il a beaucoup œuvré pour le maintien de la paix entre la France et l'Angleterre. À Leulingen, qui est une ville des Flandres, en 1388 et 1394, il a réussi à faire signer entre la France et l'Angleterre des traités de trêve qui vont durer 25 ans et qui donc assurent que la paix soit maintenue à l'avenir. Et en fait, il est bien aidé puisque le roi anglais de l'époque qui s'appelle Richard II et qui est de la même génération que Charles VI, cherche lui-même à préserver la paix puisque la guerre coûterait très cher aux finances royales. En 1396, grâce aux manœuvres de Philippe le Hardi, un mariage est même conclu entre Richard II, donc le roi anglais, et Isabelle de France, qui est la fille de Charles VI. Donc c'est la fête. Donc là, vous vous doutez de la suite de l'histoire, Louis d'Orléans, pendant ce temps-là, il est plutôt favorable à la reprise de la guerre, c'est plutôt un va-t-en-guerre. En fait, il considère que la France doit terminer ce qu'elle a commencé et chasser les Anglais des quelques places qu'ils tiennent encore en France. Donc on en a parlé au début, c'est notamment Calais, donc qui est dans les Flandres, juste à côté du duché de Bourgogne, Bordeaux et Cherbourg. Et en fait, il va pouvoir se fonder sur ce qui se passe en Angleterre pour pouvoir faire avancer ses projets militaires. En effet, en 1399, après plusieurs années de relations un petit peu tendues entre les grands barons anglais et Richard II, ce dernier, donc le roi anglais, est destitué. Et c'est son rival, un de ses grands princes, qui s'appelle Henri IV, le duc de Lancastre, qui reprend les rênes du pouvoir. Et en Angleterre, la maison de Lancastre est favorable à la reprise de la guerre. Et d'ailleurs, elle est bien aidée par le peuple anglais qui, dans son ensemble, pense qu'il faut relancer la guerre contre la France. Louis d'Orléans saute sur l'occasion, il accuse Henri IV de Lancastre d'être un usurpateur et utilise ce motif pour relancer la guerre en 1402 et en 1403, sans véritable succès d'ailleurs. En 1406, Louis d'Orléans lance une nouvelle campagne qui est menée conjointement, donc lui-même le duc d'Orléans attaque par le sud vers la Guyenne et Jean sans Peur, le duc de Bourgogne, attaque par le nord. Alors, Jean sans Peur, il va plutôt à reculons dans cette campagne, on comprend pourquoi, on a parlé des taxes qui sont rapportées par les villes flamandes, et d'ailleurs, il finit même carrément par abandonner la campagne, juste après que les villes flamandes, justement, aient signé un traité de commerce avec l'Angleterre. Et alors là, côté Orléans, cette dérobade ne passe pas. C'est même un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et ça va faire rentrer la rivalité entre le camp Orléans et le camp bourguignon dans la dernière phase, celle où tout va basculer. Nous sommes en 1404, et au moment où Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne, meurt, Louis d'Orléans est plus puissant que jamais. Il dirige le conseil du roi et l'administration, et c'est lui qui a donc la haute main sur le trésor royal. Il a d'ailleurs profité de la mort du duc de Bourgogne pour retirer à son fils, Jean sans Peur, une partie des pensions extraordinaires qui étaient touchées par son père. Donc à ce moment-là, pour Jean sans Peur, l'heure est grave et les enjeux sont vraiment très forts. Comme son père en 1401, il entre à Paris en 1405 avec une grande troupe d'hommes d'armes qui ont été fournis par ses alliés, et donc là, la tension entre les deux princes monte d'un cran. Louis d'Orléans, qui n'a pas du tout autant de soldats disponibles à ce moment-là, prend peur et s'enfuit avec le dauphin. Il est cependant rattrapé par Jean sans Peur et sa troupe, qui rentrent ensuite à Paris sous les acclamations de la foule avec le dauphin dans ses bagages. À peine devenu le nouveau champion du camp bourguignon, Jean sans Peur est déjà très populaire à Paris, notamment grâce à ses positions anti-fiscalité, voire un petit peu démagogiques.
Il profite de sa puissance à Paris pour travailler un petit peu ses positions, et notamment pour demander la convocation des États généraux, c'est-à-dire une espèce d'assemblée des représentants du royaume qui se regroupent en temps de crise pour trouver des solutions, et il en profite également pour fustiger la politique intérieure et extérieure de Louis d'Orléans au Conseil royal. À ce moment-là, la rivalité entre les deux princes est patente, et plus personne n'essaie de masquer sa haine de l'autre. Les deux princes en profitent même pour changer leurs emblèmes. Le duc d'Orléans adopte comme emblème le gourdin, qui sert à tabasser les bourguignons, et le duc de Bourgogne choisit comme emblème le rabot, qui sert à raboter l'insolent gourdin d'Orléans. Et ce petit easter egg n'échappe à personne. On est rentré entre les deux maisons dans une lutte à mort. Bon, à la fin de l'année 1405, les deux princes se réconcilient officiellement en se mettant des grandes tapes dans le dos et en s'appelant chers cousins, mais à Paris, personne n'est dupe, et tout le monde se demande quand va surgir la prochaine crise. Jean sans peur doit finalement licencier ses soldats qui lui coûtent quand même très cher et repartir dans ses territoires flamands. Et là, Louis d'Orléans saute sur l'occasion. Il profite de l'absence du duc de Bourgogne, Jean sans peur, pour réformer en profondeur le conseil du roi. Il réduit son effectif de moitié, et là, c'est la surprise, tous les conseillers bourguignons ont été virés à la faveur de ce remaniement. Jean sans peur se retrouve alors dans une situation où il est totalement acculé. Il n'a plus aucun appui politique à Paris et il est seul face au duc d'Orléans et à ses alliés. Son rival est plus puissant que jamais et ses leviers ne laissent aucun espoir d'influence politique au camp bourguignon. Jean sans peur, par ailleurs, commence à manquer d'argent puisque les pensions se tarissent peu à peu. Il n'a plus les moyens d'entretenir ses alliances ni ses projets de construction. Il comprend donc que s'il ne réagit pas, le match est tout simplement fini pour lui. Donc ce sera le chaos ou rien. Et ce dernier coup, ce chaos, comme tout bon boxeur, Jean sans peur le prépare soigneusement. On en retrouve les traces dans les différentes dépositions de témoins qui ont été faites juste après l'assassinat par le prévôt de Paris. On sait donc que dès le mois de juin 1407, un homme qui est décrit comme habillé en escolier, c'est-à-dire un homme qui se fait passer pour un étudiant, cherche auprès d'un courtier à louer une maison dans le quartier de l'hôtel Saint-Paul, c'est-à-dire la résidence parisienne du roi. Le courtier n'a rien à lui proposer, mais il se présente à nouveau au mois de novembre 1407 en cherchant cette fois-ci une maison dans le quartier de la rue Vieille du Temple, c'est-à-dire là où habite la reine Isabeau de Bavière. Oui, en fait, le roi et la reine faisaient chambre à part à cause notamment de la libido rendue un petit peu trop envahissante par la folie de Charles VI. Mais trêve de potin, revenons à notre préparation d'assassinat. Il trouve finalement à louer une maison qui est dite à l'image de Notre-Dame, parce qu'elle avait une enseigne de Notre-Dame sur sa façade, et il y établit son quartier général. Dans les jours qui précèdent l'assassinat, plusieurs de ses compagnons s'assemblent dans la maison pour préparer leur crime. Nous sommes le 23 novembre 1407. Quelques jours auparavant, le duc d'Orléans et le duc de Bourgogne, après une nouvelle crise, se sont à nouveau officiellement réconciliés. Tous les Parisiens pensent donc que pour l'instant, ça va. Ce soir-là, le soir du 23 novembre, Louis d'Orléans est chez la reine, puisqu'il est un soutien très fervent de la reine dans le malheur qu'elle traverse. Soudain, un homme se présente et annonce au duc qu'il est demandé d'urgence par le roi à l'hôtel Saint-Paul. Louis d'Orléans sort donc à sa suite, protégé par une petite troupe de valets. Visiblement, il ne se doute absolument pas du piège dans lequel il vient de tomber, puisque une des voisines qui témoigne après l'assassinat affirme l'avoir entendu chanter et jouer avec une petite balle alors qu'il descendait la rue Vieille du Temple. Après tout, notre bon Louis d'Orléans n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter normalement, puisque c'est l'homme le plus puissant du royaume, tout lui sourit, et il n'imagine pas un seul instant qu'un prince du sang, l'un de ses cousins, puisse penser à l'éliminer physiquement.
Soudain, une troupe d'hommes d'armes se jette sur lui. Complètement abasourdi, le duc d'Orléans cherche à se protéger avec son bras, tout en demandant frénétiquement qui cherche à le tuer. L'affrontement se termine rapidement et les assassins déguerpissent, tout en éteignant leurs torches pour masquer leur fuite. Le duc d'Orléans, mort, gît sur le pavé, entouré par ses quelques valets. Sa main coupée est par terre dans la boue, et la cervelle s'échappe de son crâne, défoncé à coups de hache. L'assassinat a été d'une extrême brutalité, et les voisins, choqués, témoignent dès le lendemain. À ce moment-là, le prévôt de Paris est un homme du parti d'Orléans, Guillaume de Tignonville, et il va réagir rapidement. Dès le lendemain, il fait fermer les portes de la ville pour empêcher la fuite des assassins, et le procès commence. Il apparaît rapidement que les assassins ont fui vers les Halles et ont vraisemblablement trouvé refuge près de la rue de Mauconseil. Et justement, un grand prince français habite dans cette rue, Jean sans Peur, le duc de Bourgogne. Le 25 novembre, le prévôt de Paris ayant mené son enquête, présente ses conclusions au Conseil du roi, et il demande l'autorisation de fouiller les hôtels princiers puisqu'il a quand même des doutes sur l'identité du commanditaire. À cette annonce, Jean sans Peur blêmit, et avant même que le Conseil du roi ait pris sa décision, il prend à partie 2 autres des princes du sang, le duc de Bourbon et le duc de Berry, et il leur avoue son crime. Profitant de la sidération qui suit son aveu, Jean sans Peur s'enfuit de Paris avec sa troupe. Et d'ailleurs, bien lui en prend, puisque les hommes du parti d'Orléans se lancent à ses trousses. Le prince parvient malgré tout à échapper à ses poursuivants en détruisant le pont à Saint-Maxent-sur-Loise, ce qui lui permet de regagner ses territoires et de rester sauf pour le moment. À Paris, passé le choc de l'assassinat, les langues se délient rapidement. Et alors que les valets portent pieusement le corps du duc assassiné au couvent des Capucins, on entend la rumeur qui dit « Béni soit celui qui lui a porté ce coup, car s'il avait vécu plus longtemps, il aurait ruiné la France. » Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Parisiens ne portaient pas vraiment Louis d'Orléans dans leur cœur. Alors évidemment, la propagande bourguignonne a joué pleinement et a excité les milieux religieux et les milieux d'affaires contre celui qui dirigeait le Conseil du roi. Il nous reste d'ailleurs plusieurs témoignages de cette haine des Parisiens envers Louis d'Orléans, et notamment un poème satirique plutôt rigolo qui s'appelle Le Songe véritable. Un texte qui a été écrit en 1406 par un lettré parisien visiblement assez proche de la cour et qui a circulé sous le manteau. Il contient quelques bonnes phrases contre Louis d'Orléans et son parti, ainsi que contre les grands princes qui abusent de la faiblesse royale. Notre poète dit ainsi du roi Charles VI : « On le fait sage, on le fait folle, on joue de lui au chapifol, et quand on veut, on s'en aide, mais quand à besoin, nul ne l'aide. Quand on fait mal, on s'en fait ombre, de lui bien faire, on se décombre. Quand en santé il est un peu, les grands y courent pour leur preux. Et sitôt qu'il y est retourné, tantôt lui ont le cul tourné. » Le preux, c'est le profit, en fait. Louis d'Orléans, dans ce poème, n'est pas épargné. Il est considéré alors comme la racine du mal qui ronge le royaume, notamment en pressurant de taxes le peuple qui est à sa merci. Alors, le poème ne le cite pas personnellement, mais en fait, il y a un des personnages du poème qui s'appelle Faux Gouvernement qui le représente. Et le poème lui fait notamment dire cette phrase plutôt rigolote : « Car quand on gagne à un métier, on le doit faire bien volontiers. » Ça vous rappelle rien ? Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Et oui, c'est quasiment la même phrase que celle qu'utilise le Joker dans The Dark Knight pour justifier son appel au chaos.
Alors bon, Louis d'Orléans, c'est pas le Joker, et de toute façon, c'est totalement anachronique, évidemment, mais finalement, on n'en est pas très très loin, puisque si on suit le poème, en fait, le talent de Louis d'Orléans, c'est de voler leur argent aux honnêtes gens et de pressurer le peuple, donc finalement, l'assassiner devient presque une bonne action. Et c'est exactement de cette manière que Jean sans peur, le duc de Bourgogne, va tenter de justifier son geste. Début 1408, donc juste après l'assassinat, le duc de Berry et le duc de Bourbon se présentent auprès du duc de Bourgogne et le somment de venir avec eux à Paris pour être jugé. Jean sans peur accepte, mais à la condition qu'on le laisse justifier publiquement son geste pour montrer qu'il avait finalement raison de tuer Louis d'Orléans. Alors, les deux ducs qui sont venus le voir sont complètement soufflés par son arrogance et par sa morgue, mais ils finissent tout de même par accepter. La séance de défense se tient donc à Paris au mois de mars 1408, et c'est Jean Petit, un docteur en théologie qui fait partie des fidèles de Jean sans peur, qui a été choisi pour développer cet argumentaire. Celui-ci dure 4 heures, suprême supplice pour l'assistance, qui est obligé d'écouter pendant tout ce temps Jean Petit déblatérer ses arguments. Et dans l'assistance, il y a tout de même Valentine Visconti, la veuve du duc assassiné. Et Jean Petit ne mâche pas ses mots. Il clame que non seulement Louis d'Orléans était un tyran qui cherchait à soustraire la majesté du roi, mais qu'en plus, c'était un sorcier qui a utilisé les sciences occultes pour maintenir le roi dans sa maladie. Tu es un sorcier, Harry. D'ailleurs, le roi se serait douté de la machination puisqu'il aurait tenté de tuer son frère Louis d'Orléans dans la forêt du Mans lors de sa première crise de folie. Et par ailleurs, il a failli mourir brûlé vif par Louis d'Orléans en janvier 1393 pendant la fameuse soirée du bal des Ardents. Finalement, selon Jean Petit, le verdict est sans appel. Le duc de Bourgogne a bien fait de tuer le duc d'Orléans et en le faisant, il a même rendu un service au roi. Alors, l'argumentaire clairement est un peu bancal, mais il fonctionne plutôt bien, puisque le roi accorde dès le lendemain à Jean sans peur des lettres qui l'innocentent du crime, pour avoir, et ça c'est quand même assez incroyable, préserver la sécurité du royaume et la sûreté du roi. Et ouais, rien que ça. Donc à ce moment-là, Jean sans peur, le duc de Bourgogne, triomphe sur tous les plans, et plus rien ne s'oppose à sa reprise en main du gouvernement. Il se lance d'ailleurs rapidement dans l'épuration de l'administration, en commençant par Guillaume de Tignonville, le sagace prévôt de Paris, qui avait mené si diligemment l'enquête et qui avait découvert que c'était lui le commanditaire de l'assassinat du duc d'Orléans. Il trouve le prétexte parfait puisque le prévôt avait fait pendre 2 mois auparavant 2 étudiants qui étaient coupables de crimes, alors qu'à cette époque, c'est l'université qui a le droit de châtier elle-même les étudiants. Et la vengeance ne tarde pas. Soutenue par le duc, évidemment, l'université obtient le renvoi du prévôt et, suprême cruauté, elle l'oblige ensuite à aller dépendre les étudiants, à les embrasser sur la bouche avant de les enterrer lui-même. Heureusement, notre bonhomme n'a pas perdu son sens de l'humour, puisqu'il déclare au moment du supplice « Je me soumets bien évidemment à l'autorité de l'université, et d'ailleurs, si vous m'aviez demandé de me marier, j'aurais bien été obligé d'accepter. » Ainsi s'achève donc la période de pouvoir du camp d'Orléans. Décapité, le parti est complètement en miettes. Valentine Visconti, la veuve, n'a même pas l'influence et les moyens pour reconquérir le pouvoir. À ce moment-là, Jean sans peur apparaît invincible, au sommet de sa puissance militaire et politique. Désormais, la rivalité entre les deux camps va se transformer en une véritable guerre civile dans le royaume tout entier. Jean d'Armagnac, le nouveau chef du parti orléanais, donne son nom à cette guerre qui va ensanglanter le royaume tout entier jusqu'en 1435, la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Ce tourbillon de violence que les contemporains désignent sous le nom de maudite guerre. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on racontera dans un autre podcast.
Alors, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. J'espère que vous aurez apprécié cette plongée dans la rivalité entre deux princes au cœur de la guerre de 100 ans. Pour construire ce podcast, je me suis basé sur un certain nombre de sources et de travaux universitaires que je vous mets en liste dans la description, notamment des travaux de Bertrand Schnerb, qui est le grand spécialiste de l'histoire médiévale bourguignonne, et Bernard Guéné, qui a beaucoup travaillé sur la folie de Charles VI. Lors du prochain épisode, on va changer d'échelle et s'intéresser à un événement qui a frappé l'Europe tout entière au milieu du XIVe siècle, la terrible épidémie de peste noire. Alors n'oubliez pas votre masque et préparez-vous pour une plongée en pleine crise sanitaire, version 1347. À la prochaine!